Bonjour à tous et bienvenue au séminaire hebdomadaire du LJLL. Nous aurons le plaisir aujourd'hui d'écouter à distance, mais retransmis dans la salle de séminaire, Yvain Bruned, qui est de l'Université d'Édimbourg, sur un travail en commun avec Yvonne Alamin-Bronsard, qui est dans la salle, Katharina Schratz, qui est dans la salle également, sur les intégrateurs à faible régularité via les arbres décorés. Nous t'écoutons, Yvain. C'est à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un véritable plaisir de parler dans ce séminaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, ce travail récent où on va construire un intégrateur en temps via une structure qui est relativement récente, c'est une structure d'arbres décorés. Donc, cette structure est apparue dans les EDPS singulières, c'est le domaine d'où je viens. Et récemment, avec Katharina Schratz, donc c'est le deuxième travail dans cette direction, on a réussi à appliquer cette structure qui était apparue dans les EDPS singulières à des schémas numériques pour des EDP. Donc, vous devez rien savoir, besoin de rien savoir sur les EDPS singulières ou les structures régularité. C'est juste à un moment donné, la structure combinatoire d'arbres décorés va apparaître naturellement dans l'exposé. Alors, tout d'abord, puisqu'on s'intéresse à un schéma très général, je vais vous donner un peu la forme générale de l'équation que l'on regarde. Donc, c'est un système d'équations qui est dénoté ici. Alors, j'ai indexé mon système par un ensemble fini. Donc, j'ai noté ici L+, avec des petits taux, là, ce sont les indices. Donc, j'ai autant d'équations que le cardinal L+. Et la manière dont j'écris le système, donc j'ai les éléments de mon système, donc c'est les U indice O. Et j'ai aussi des opérateurs indicés O. Et là, bon, on n'a pas de, ça peut être n'importe quel type d'équation, dispersive, parabolique. On n'a pas d'hypothèse très forte sur le type d'équation. Donc, normalement, le schéma, ça va être très général. Et alors, pour décrire mon membre droit, là, je vais utiliser une forme un peu canonique, ce qu'on pense être un peu canonique, où j'ai un certain nombre de potentiels qui est fixé. Donc, ce nombre de potentiels est fixé pour tout le système. Et en face de ces potentiels, en multipliant ces potentiels, on a des non-linéarités et qui vont varier suivant dans quelle équation on se trouve. Donc, ce sont ces psi L, O. Donc, on a deux indices. On a le L qui correspond au potentiel et le O pour juste savoir dans quelle équation on se trouve. Et ces non-linéarités vont dépendre des variables de mon système, mais pas forcément de toutes les variables. C'est pour ça qu'on prend un sous-ensemble de L+. Donc, on n'a pas forcément toutes les variables. Et aussi, cette non-linéarité va être multiplicative, c'est-à-dire que la dépendance en les variables, on pourra séparer ces variables avec un produit de fonctions. Donc ça, c'est une condition qu'on met sur la non-linéarité. À part cela, c'est relativement général. Et oui, donc alors le potentiel, là, on l'a pris en espace. Après, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à l'extension, on pourrait prendre espace-temps, mais là, pour l'instant, on le fait en espace. Et on a aussi des conditions initiales pour chacune des équations qui est donnée par V2. Et voilà, donc ça, c'est la présentation du système. Et donc là, ça peut coder différents types d'équations où on peut voir des équations dispersives avec des conditions initiales à faible régularité, ou ça peut être des équations paraboliques où on essaie d'insérer un bruit à travers ce potentiel. Mais là, dans le schéma qu'on va considérer, la condition initiale comme les potentiels sont déterministes. Il n'y aura pas du tout d'aléa. Alors, l'objectif qu'on va atteindre, c'est qu'on va essayer de décrire une discrétisation de nos solutions, UDO, qui va essayer de minimiser la régularité demandée à la fois sur les conditions initiales, les VO, et aussi sur les potentiels. Donc, il faudra, c'est ce qu'on veut essayer. On veut essayer de ne pas trop demander dans notre approximation en termes de régularité sur conditions initiales et potentielles. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on va garder à l'esprit. Et on va essayer de le mettre en pratique dans le schéma que je vais proposer. Donc, tout le monde est bon pour les notations? Il y a quelques questions? C'est bon? Il y a une question. Oui. Ok, tu as dit que les psi étaient des polynômes? Non, j'ai dit que les psi, c'était des produits de fonctions
Et chacune des fonctions va dépendre uniquement d'une variable U indice O. Mais ça ne sera pas polynomial. C'est-à-dire ça peut être polynomial, ça peut donner par exemple le polynôme que tu as dans l'équation Schrödinger, mais ça peut être aussi non polynomial. D'accord, donc c'est des variables séparées. Les variables, oui, tout à fait, ça va être variable séparée. C'est la contrainte qu'on met sur la non-linéarité, c'est la variable séparée. Ouais. D'autres questions sur le système? Ne vous inquiétez pas, ça c'est le système général, mais après, pour vous présenter la méthode, je vais le faire sur une équation particulière parce qu'on n'a pas envie de trimballer tous les indices. Donc, si ça va, je peux continuer. OK. Donc là, bon, ça, c'est un système très général. Il y a beaucoup de conditions initiales, il y a beaucoup de potentiels. Pour vous expliquer un peu la méthode, je vais me restreindre dans un cas très simple, mais qui est quand même assez intéressant puisqu'il permet de voir à peu près quelles sont les difficultés. Et le cas très simple, je vais prendre une équation parabolique avec un potentiel V, un peu Anderson parabolique, et juste une condition initiale. Donc là, lorsque je vais essayer d'écrire mon schéma, je vais essayer de minimiser la régularité sur V et grand V, petit v et grand V. Et bon, là vous voyez, la forme, là, j'ai qu'une équation et ma non-linéarité, elle dépend que de U. Donc là, je suis bien à variable séparée. Donc là, c'est un cas un peu particulier, mais je suis dans le cadre de l'équation générale. Alors, pour le domaine, on va prendre un domaine qui va être suffisamment régulier et par exemple, dans certains cas, on peut assumer des conditions au bord qui seront encodées dans le domaine de l'opérateur du Laplacien. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces domaines, mais on peut être relativement précis dans les cas particuliers. Et donc là, j'ai cette équation. Et donc, la première chose que je fais dans ma construction, ou essayer de ma discrétisation, je vais écrire l'équation sous une forme intégrale. Donc, j'écris l'équation sous la forme de Duhamel. Donc là, on voit deux composantes. Donc, on a ici le propagateur qui va être appliqué à la condition initiale petit v. Et on a ensuite la convolution ici qui est appliquée, ou l'intégrale là, qui va s'appliquer sur ma non-linéarité. On va avoir f de u de xi et on a fois le potentiel. Donc on applique cet opérateur sur ce produit. Donc voilà, donc on a écrit l'équation sur forme intégrable. Et là, l'idée, c'est de dire on va essayer de faire une itération de Picard, c'est-à-dire que u de xi, je vais remplacer u de xi par cette formulation intégrale et je vais essayer de linéariser ou développer ces termes pour avoir des intégrales qui vont plus dépendre de la solution U, mais qui ne vont dépendre que de petit v et de grand V, c'est-à-dire de la condition initiale et du potentiel. Donc, on va essayer de faire une expansion perturbative où on va avoir des termes qui vont sortir dépendant uniquement de petit v et de grand V. Donc, ça, c'est la première étape du schéma. Alors, comment on fait? Ça se fait en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est de dire, bon, on va prendre notre solution. Donc là, je l'écris en deux bouts. Donc, j'ai un bout, c'est juste la condition initiale avec le propagateur. Et après, j'ai un terme de reste, A de xi, qui est cette intégrale qu'on a vue dans la formulation intégrale. Et là, maintenant, je vais essayer de linéariser f de u de xi. C'est-à-dire, si c'était un polynôme, j'aurais juste à développer. Il n'y aurait pas besoin de faire cette étape. Mais comme f peut ne pas être un polynôme, il faut faire une expansion de Taylor. Et l'expansion de Taylor, on va la faire autour du point exponentiel xi delta v, c'est-à-dire autour de ce terme. Donc, juste en dessous, j'ai écrit cette formule de Taylor. Donc là, j'ai des dérivés km de f qui s'appliquent à ce point, exponentiel xi delta v. Et bien sûr, j'ai le a de xi qui va sortir avec une puissance dans cette formule de Taylor. Et ensuite, on a un terme de reste, d'erreur, là, d'erreur locale, qui va s'exprimer en a de xi. Donc, ce terme-là, on peut le borner. On ne va pas besoin de demander des dérivés sur petit v ou grand v. Ça, c'est un terme qui, si on a une régularité donnée sur petit v et grand v, on n'aura pas à augmenter la régularité. C'est celle qu'on connaît a priori pour pouvoir faire cette borne. Donc, on a fait cette première approximation avec cette formule de Taylor. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'injecte cette expansion dans mon système, dans mon intégrale. C'est-à-dire, je réécris ma solution U. Donc, j'ai toujours mon propagateur. Et là, j'ai remplacé ma non-linéarité f u de xi par ce développement. Avec, bien sûr, j'ai un terme d'erreur ici et j'ai l'expansion de Taylor qui a été remplacée. Donc là, on commence à avoir des choses qui se passent. C'est-à-dire que là, le Taylor, là, il dépend que de petit v. Celui-là, on n'a plus de dépendance en la solution.
mais on peut avoir toujours un peu de dépendance dans la solution dans ce A de xi. Donc, ça va être donc là, c'est là où on va réinjecter le développement qu'on a eu précédemment. Alors là, il y a un petit problème, au sens que, parce que en fait, la manière dont on va essayer de faire ce schéma, l'idée, c'est on ne va pas faire un intégrateur classique où l'intégrateur classique serait de dire à chaque fois que j'ai un exponentiel xi delta dans cette intégrale, ou ici, par exemple, exponentiel xi delta, j'effectue une expansion de Taylor autour du point 0, c'est-à-dire en xi égale 0, et je fais cette expansion de Taylor. Mais si je la fais, en fait, on va voir ici le delta va, comment dire, mon Laplacien ici va toucher grand V, c'est-à-dire je vais demander deux dérivés à grand V, la même chose pour petit v. Donc, pour éviter ça, on va essayer d'exploiter les oscillations qui sont présentes dans notre intégrale et essayer de comprendre quelle va être, par exemple, l'interaction que l'on a entre cet exponentiel t moins xi Laplacien et le terme coefficient fk exponentiel xi Laplacien v. Alors, donc là, le problème, c'est qu'on a une vraie non-linéarité. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour un peu séparer les problèmes, pour ne pas avoir à faire tout d'un coup, on va essayer de sortir cette exponentielle xi delta du f. C'est-à-dire qu'on va essayer de linéariser encore ce terme. Ça, c'est la deuxième étape de linéarisation. Après avoir fait cette expansion de Taylor, on reste quand même, on a une partie du propagateur qui est à l'intérieur de f, et on va essayer de la pousser cette partie dehors pour pouvoir ensuite calculer l'interaction entre cet exponentiel t moins xi Laplacien et l'exponentiel xi Laplacien qui va apparaître dans l'intégrale. Est-ce que ça va pour le moment, pour l'expansion, avant que je passe à l'autre étape de linéarisation? Les gens dans la salle, en tout cas, hochent la tête. Okay. À distance, je ne sais pas. Non, parce que ça paraît, c'est vraiment les étapes du schéma. Donc là, on a linéarisé le schéma. Donc là, maintenant, je vais m'intéresser à essayer de sortir ce exponentiel xi delta. Alors, ça, c'est une remarque qu'avaient fait Frédéric Grousset et Katrina Schratz dans un travail précédent. C'est qu'il y a un moyen un peu de linéariser ou de gagner de la régularité au lieu de faire une expansion de Taylor brutale. C'est d'utiliser des commutateurs. Donc, on suppose qu'on a une fonction h qui va dépendre de variables v1 jusqu'à vn et qu'on a un opérateur linéaire. Donc, on peut définir un commutateur entre h et notre opérateur L, un peu sous une forme de Leibniz, c'est-à-dire qu'on applique L à h de v1, vn. Et là, on ajoute des dérivés partiels di h, c'est-à-dire on prend des dérivés dans les variables v1, vn. Et ensuite, on applique l'opérateur L à VI. Et donc là, on a un peu une formule qui fait que si on prend chacun des termes séparément, bien sûr, on va demander beaucoup. On va avoir L qui va s'appliquer à ces variables. Mais le fait d'avoir cette somme, c'est un peu, on va gagner en régularité. C'est-à-dire que le commutateur entre H et L va demander moins de régularité. Bon, pas tout le temps, ça dépend dans quel espace on est. Mais en général, on s'attend que ça va demander moins de régularité qu'appliquer L au VI. C'est-à-dire qu'ici, on a moins de régularité demandée que juste appliquer le L. Et on peut itérer cette structure. C'est-à-dire on peut itérer cette structure dans le sens que là, je définis des commutateurs itérés où le CK plus 1 il est donné en fonction du CK. Et là, je prends le commutateur entre H et L avec, pour convention, si K égale 0, on a juste l'identité, c'est-à-dire c'est juste égal à H. Donc, on a ces commutateurs itérés. Et on peut espérer, ou en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est que dans la plupart des cas, le fait d'avoir ce commutateur itéré de L sur H va demander moins de régularité que juste itérer L sur H, K plus d'une fois. Donc souvent, ce qu'on gagne, c'est de l'ordre d'une dérivée à chaque fois qu'on itère ce commutateur. Donc ça, c'est un outil qui, c'est-à-dire au lieu d'avoir un schéma classique qui va nous faire sortir des puissances de L, on va avoir un schéma qui va nous faire sortir des commutateurs itérés. Et ça va nous permettre de gagner de la régularité à la fois sur les conditions initiales et le potentiel. Et donc ici, on a une formule de Taylor basée sur ces commutateurs itérés, où si je prends la f exponentielle xi delta v, je peux le réécrire sur une formule de Taylor où j'ai fait sortir le exponentiel xi delta et je l'applique ensuite sur mon commutateur itéré d'ordre L et bien sûr appliquer à la condition initiale. Et l'idée est vraiment de dire que ce commutateur itéré à l'ordre L, c'est meilleur que appliquer le Laplacien L fois, composé L fois sur V. Et bien sûr, on a un contrôle d'erreur qui est donné par ce commutateur itéré.
Donc là, c'est une approximation qui est quand même coûteuse, qui demande de la certaine régularité sur V, mais pas trop. C'est-à-dire, on ne demande pas la régularité que l'on devrait demander si on appliquait l'expansion de Taylor naïve. Donc, on est un peu plus fin. Et en fait, déjà là, on fait cette linéarisation et on va répéter cette approximation par la suite pour traiter les oscillations. Donc maintenant, si je prends cette formule de Taylor qui est au-dessus et que je l'injecte dans la formulation du Hamel que j'avais développée précédemment, j'obtiens cette intégrale. Alors là, j'ai tronqué, c'est-à-dire j'ai enlevé les termes qui étaient, par exemple, si je fixe un ordre R du schéma, j'ai enlevé les trois. Je ne les ai pas tous enlevés, mais j'ai enlevé quelques termes qui, en fait, sont de manière évidente de cet ordre-là, avec cette erreur de commutateur qui est donnée par le C. Et donc ici, donc on remarque qu'on a des intégrales, donc on a le commutateur qui apparaît. Donc là, maintenant, on peut complètement itérer puisqu'on a complètement linéarisé. Ici, j'ai plus qu'un terme qui dépend de V et j'ai mes opérateurs qui sont appliqués à V. Donc peut-être une remarque maintenant, c'est qu'on va construire maintenant des intégrales itérées en itérant cette formulation complètement linéarisée où on va avoir des puissances qui vont compter, c'est-à-dire les puissances qui apparaissent sur les commutateurs vont correspondre à des monomes xi à l'intérieur des intégrales. Et les branches qui apparaissent ici, c'est-à-dire la puissance k, ça va nous dire par exemple dans l'intégrale itérée qu'on va avoir des produits d'intégrale itérée, ça va correspondre à des dérivés sur f. Donc on a une manière un peu combinatoire de voir comment la structure va s'étendre, dans le sens que les branches ou les produits d'intégrale itérée, ça va correspondre à des dérivés sur non-linéarité, alors que les monomes en xi vont correspondre à des commutateurs itérés qu'on met sur non-linéarité. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter ces intégrales itérées. Bon, là, on n'a pas fini. Ça, c'était juste un travail préparatoire où on a linéarisé notre problème. Maintenant, on s'est ramené à un problème où on a juste des polynômes et on peut itérer notre formulation et obtenir un développement de la solution avec des intégrales itérées. Et donc, la prochaine étape, c'est pour chacune des intégrales itérées qui vont sortir de l'expansion donnée par cette formule, on va essayer de faire une discrétisation en temps. Et on veut que cette discrétisation en temps soit compatible par les approximations qu'on a déjà faites, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas demander plus en termes d'erreur que le commutateur itéré que j'ai écrit ici. Donc ça, c'est le principe du schéma. Et la manière dont on va essayer de discrétiser ces intégrales, bien sûr, ce n'est pas en faisant une expansion de Taylor brutale. On va essayer de traiter, de comprendre un peu les interactions qu'il peut y avoir entre cette intégrale avec le propagateur et les produits d'opérateurs qui vont sortir ici, parce qu'ici, là, je n'en ai qu'un, mais je peux en avoir plusieurs de produits. Ces produits d'opérateurs qui vont sortir et essayer de comprendre ces interactions entre ces différents opérateurs pour pouvoir donner une discrétisation, on va dire, qui ne demande pas trop de régularité sur petit v et grand v. Est-ce qu'il y a des questions sur cette formule avant que je passe à la discrétisation de l'intégrale? Il y a une question, oui. J'avais une question rapide. Est-ce que ça se voit sur un exemple simple pourquoi le commutateur est censé mieux se comporter que l'opérateur? Oui, ça peut se voir. Par exemple, si tu prends le commutateur qui est le Laplacien, et je n'ai pas trop l'exemple en tête, mais si tu appliques ça, ça se voit. Ouais. Il y a des exemples concrets où tu le vois que ça va bien se passer. C'est-à-dire que tu vas gagner en quelque sorte une dérivée par rapport à ce que tu pourrais avoir. Après, il y aura des exemples où ça ne marche pas. Donc là, ce que ça ne marche pas, ça veut dire que le schéma ne va pas faire mieux que les schémas classiques. Mais l'idée sur ce schéma est basée sur le fait que dans des cas précis, c'est-à-dire Schrödinger, par exemple ainsi Anderson parabolique, tu as un gain de régularité. Bon, je n'ai pas répondu super précisément à la question, mais en fait, on observe ce gain de régularité dans des cas précis. OK, donc là, je vais passer à la discrétisation de l'intégrale. Alors d'abord, je résume un peu ce que j'ai obtenu, parce que là, maintenant, j'ai une nouvelle formulation intégrale avec des produits. Donc là, je peux complètement itérer. Je ne suis plus bloqué par le fait que j'ai des non-linéarités non polynomiales. Et donc, ce que j'obtiens ici, donc là, ce que j'ai noté ici, WVT, ça va être une solution, si vous voulez, une solution de l'équation de départ à un certain ordre, c'est-à-dire à l'ordre R. C'est-à-dire, lorsque je fais mon expansion en intégrale itérée qui dépendent que de petit v et de grand V, je vais tronquer cette expansion. C'est-à-dire, je vais prendre que les termes, là, j'ai pris que les termes d'ordre 2.
Par les termes d'ordre 2, je veux dire, c'est on compte le nombre d'intégrales en temps que l'on a et aussi on ajoute à cela le nombre de monômes. Donc, par exemple, là, ce terme-là, je le considère comme ordre 0. Je n'ai pas d'intégrale en temps, je n'ai pas de monôme. Ce terme-là, en fait, qui est écrit ici, là, j'ai une intégrale en temps, donc ça va être ordre 1. Et les termes suivants ici, donc celui-là, j'ai un monôme, une intégrale en temps, donc c'est ordre 2. Et là, j'ai deux intégrales en temps, ça va être l'ordre 2. Et donc, le formalisme qui est utilisé, donc ici, j'ai 3 intégrales itérées. Et je vais représenter ça, on peut représenter ça sous forme d'arbres décorés. Et les arbres décorés, si vous voulez, c'est comme une manière concise de dire comment le reconnaître ou de reconnaître l'intégrale itérée. Par exemple, donc dans ce symbole-là, j'ai mis un nœud gris. Et le nœud gris va correspondre à ce exponentiel xi delta v avec mon potentiel. Et l'arête marron correspond à cette intégrale en temps exponentielle t moins xi delta. Donc ça, c'est l'intégrale en temps qui va correspondre à cette arête marron. Alors, plus bas, j'ai fait un terme un peu différent. Donc là, j'ai mis une croix sur le gris. Alors, la croix correspond à un xi. Et vous voyez que le xi ici, on le voit ici au niveau, on a un commutateur qui est introduit. Donc, ce commutateur vient du fait qu'on a linéarisé f de exponentielle xi delta. Donc là, j'ai un commutateur, donc ça correspond ici à un xi, donc à une croix sur mon nœud gris. Et l'intégrale ici n'a pas changé, donc c'est toujours une arête marron. Alors, je peux commencer à itérer mon arbre ou avoir un arbre un peu plus gros, c'est-à-dire en ayant ici une profondeur de 2. Donc là, on reconnaît l'intégrale intérieure, c'est celle qui est précédente, c'est-à-dire cet arbre-là, qui est au-dessus. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que comme j'ai développé, j'ai une dérivée qui va se mettre sur f, sur la non-linéarité que j'ai développée. Donc ici, vous voyez f avec une dérivée. Donc c'est en dérivant ce terme-là que j'ai pu obtenir l'intégrale itérée qui est au-dessus, c'est-à-dire l'arbre que l'on voit ici. Donc on peut lire à partir du diagramme, on a une manière récursive de lire à partir du diagramme, c'est-à-dire de l'arbre que j'ai représenté là, l'intégrale itérée qui est associée, en sachant que le nombre de monômes va correspondre à des commutateurs que l'on met à différents endroits dans l'intégrale itérée. Et on a des nœuds gris pour spécifier qu'on a ici un potentiel. Donc là, maintenant, ça, ce sont les différents objets qu'on va approximer, qu'on peut voir qui sont les intégrales itérées et qu'on peut représenter de manière abstraite par des arbres. Et si vous voulez, pi, c'est juste une application qui prend un arbre, un de ces arbres avec ses décorations, et qui va m'envoyer l'intégrale itérée. C'est juste une application qui envoie l'arbre sur l'intégrale itérée. Donc ça, c'est juste pour avoir une vision un peu combinatoire des objets que l'on doit considérer et un peu systématique des objets qui sont construits. Et après, pour chacun de ces pi, appliqués à ces arbres, ces intégrales itérées, on devra proposer une approximation, une discrétisation en temps. Donc le schéma se fait en 2 étapes. D'abord, on tronque, comme j'ai fait ici. Donc on a une première approximation. Et après, pour chacune des intégrales itérées, on va faire une deuxième approximation en approximant chacune d'entre elles. Et on va essayer de tenir compte un peu des interactions qu'il y a entre ces opérateurs ou oscillations qu'il y a dans ces intégrales itérées, qui en termes, si on avait des intégrales itérées construites sur une équation dispersive, ça pourrait être compris comme de la résonance. Donc ça, c'est un peu le point de départ avec le codage. Et là, maintenant, j'ai mes intégrales itérées et je vais essayer de travailler, ou en tout cas, ce qu'on va essayer de faire même maintenant dans cet exposé. Donc, je ne vais pas vous expliquer le schéma général. Je vais vous expliquer le schéma général, mais à travers un exemple, parce qu'il y a beaucoup de cas. Donc, je vais juste prendre la première intégrale et essayer d'expliquer comment on va essayer de l'approximer, de faire une discrétisation en temps qui ne va pas trop demander, par exemple, sur la condition initiale petit v et le potentiel grand V. Et ce que je vais présenter, bon, ça sera présenté sur cet exemple, mais c'est un algorithme qui est complètement général. C'est-à-dire, on peut l'itérer sur n'importe quelle des intégrales qui sont présentées. Et dans l'article, en utilisant cet algorithme, on a dérivé un schéma d'ordre 2 pour différentes équations, différents exemples. OK. Y a-t-il des questions sur ces arbres décorés ou le codage de ces intégrales? Il n'y a pas de questions. OK. Donc, on peut y aller.
Donc, je vais commencer par la première intégrale, c'est-à-dire je vais focaliser sur la première intégrale qui est cette branche avec ce nœud gris. Et là, on va essayer d'avoir une vision un peu haute et essayer de voir un peu une structure qui apparaît dans l'intégrale. Et la structure que je vais utiliser, c'est celle-là. C'est que j'ai un produit ici d'exponentielle xi lambda i, où chacun des lambda i est un opérateur. Et ce propagateur est appliqué à des ui. Et en général, les ui, je vais penser comme une fonction polynomiale du bruit ou du potentiel et de la condition initiale. Donc, les ui vont dépendre des v, des petits v et des grands v. Donc, par exemple, dans l'exemple de cette intégrale itérée, on a L1 qui va être égal au Laplacien et on applique ça à f de v. Et par exemple, on inclut aussi le potentiel, mais on n'a pas de propagateur. Ici, on a L2 qui est égal à 0. On a le exponentiel xi L2, c'est juste 0, et le U2, ça va être égal à grand V. Donc ça, c'est la forme générale. En gros, c'est les formes qu'on récupère de nos approximations précédentes. Et là, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est comprendre l'interaction ou l'interaction qu'il peut y avoir entre ce delta et chacun des LI dans le produit. Donc l'idée, c'est, bon, si on aurait envie de grouper tous les termes, mais on ne peut pas, parce qu'on a quand même, chacun des LI est appliqué au UI. Donc, on a envie de faire des manipulations formelles, de distribuer le delta sur les LI, et après, essayer de voir quelles sont les parties dominantes, est-ce qu'il y a des simplifications au niveau qu'on additionne ces opérateurs. Donc, ça, c'est des étapes qui peuvent paraître un peu formelles, mais qui sont justifiées à des erreurs près, et ces erreurs près vont être exprimées avec des commutateurs itérés. Donc, ça, c'est la première étape. Donc là, j'ai mon propagateur ici, qui vient de mon intégrale, et je vais le distribuer sur ce produit. Alors là, il y a une remarque qui est importante, c'est que comme on a voulu un schéma qui était très général, on pourrait se dire que, bon, que la composante en T ne va pas interagir avec ces xi et lambda i. Ce qui est intéressant, c'est juste qu'il dépend de xi. Mais pour des raisons, les raisons pour lesquelles on veut un schéma très général, on ne peut pas séparer T de xi ou de moins de xi si, par exemple, on a un Laplacien. Ça ne fait pas sens. Si on était sur une équation dispersive, on pourrait séparer les deux et se concentrer uniquement sur la partie en xi. Donc, parce que c'est parabolique, ici, là, je suis obligé de distribuer tout en même temps, c'est-à-dire le t moins xi sur le produit. Donc là, ce que je fais, la première ligne, c'est ce que j'aurais envie de faire, ou la ligne de calcul qui n'est pas correcte, c'est-à-dire que j'ai juste à additionner t moins xi delta à mon xi li. Donc ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais on a des erreurs commises qui se mesurent par une expansion de Taylor, ici en T moins xi k, un peu sur le même modèle que la linéarisation qu'il y a eu sur le F propagateur appliqué à la condition initiale. Et on a un commutateur qui est mis sur cette fonction-là, qui est présenté ici, avec un delta. Donc ici, M1, c'est juste pour dire qu'on va prendre la variable U1 et on va la substituer ici. Et M2, on prend la variable U2 et on va la substituer à cet endroit. Donc ça, c'est un commutateur où en fait ma fonction H, elle va dépendre de U1 et U2. Et on voit la dépendance ici où U1 et U2 vont dans cette fonction. Ça, c'est des notations pour condenser cette écriture. Et on a une erreur qui est donnée par ce commutateur itéré avec le Laplacien qui dépend de U1 et U2. Et le message important, c'est que ce terme d'erreur, il est meilleur que juste appliquer le Laplacien puissance R plus 1 sur le produit U1 U2, en fait, qui comporte f de petit v, la condition initiale, fois grand V, qui est le potentiel. Donc là, je suis en train de dire, voilà, je peux m'amuser à rassembler les termes, ou à, si vous voulez, additionner mes opérateurs comme j'aurais voulu le faire, modulo un terme d'erreur. Et dans ce terme d'erreur, on a des commutateurs itérés, mais qui ne me demandent pas trop de régularité sur la condition initiale et le potentiel. Donc ça, c'est le premier développement. Et alors là, on est un peu chanceux. Là, ça se passe très bien. En tout cas, là, ce qu'on voit, par exemple, sur ces termes, lorsqu'on fait les calculs, on va voir que dans le produit, il n'y a qu'un seul terme qui dépend de xi. Et donc, après, on peut se permettre de faire l'intégrale exacte en temps de ce terme. Mais dans des cas plus généraux, il faut travailler un peu plus, c'est-à-dire qu'il faut aller un peu plus loin dans l'approximation. Donc, je vais juste insister sur le fait qu'on a d'autres approximations à faire. Alors, on va passer au slide suivant. Voilà.
Donc, l'idée est la suivante, c'est que ici, oui, une question? Il y a une question de… Voilà. Il est clair que la somme ne dépend pas de L1 et L2. Dans ton premier terme dominant, il y a bien les LI dedans. Ouais. Dans l'erreur, on ne le voit pas. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit, j'ai un peu triché, c'est j'ai réécrit, attends, oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit le lambda i, il a des expressions, comment dire, pour un terme, c'est 0. Donc, par exemple, pour ce terme-là, c'est 0, donc j'ai juste T moins xi delta. En fait, les LI, ils apparaissent là, en fait. C'est juste que je suis allé un peu vite. J'ai remplacé ici L1 par xi delta, donc j'ai L1 plus ça me donne T delta. Et ici, j'ai remplacé L2 par 0, donc j'ai juste T moins xi delta. Donc, c'est juste que je peux écrire cette identité, mais je prends des commutateurs sur cette identité avec le delta. Donc, c'est juste le petit prix à payer dans cette distribution des opérateurs. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est bon. Oui, c'était ma faute, c'est juste je suis allé un peu trop vite dans la réécriture. Normalement, il devrait y avoir les lambda i, mais j'ai juste fait la simplification. OK. Donc, on a fait ça. Et en fait, ce qui se passe en général, donc ce que vous voyez là, on a le xi lambda i, il va s'additionner avec le moins xi delta. Donc, on a lambda i moins delta qui apparaît fois xi. Et là, bon, soit on est chanceux, il n'y a aucun terme, il n'y a qu'un seul terme qui va dépendre de xi dans ce produit et on peut intégrer de manière exacte. Si on a plusieurs termes qui dépendent de xi, là, on est bloqué. Dans le sens qu'on ne pourra pas intégrer en xi. Et pour ça, on va essayer de factoriser ces termes-là. Donc, l'idée est la suivante, c'est que pour chacun des AI, c'est-à-dire quand j'ai additionné ou j'ai soustrait mon LI avec un Laplacien, je vais essayer de le décomposer sur une forme un peu jolie, avec, j'espère qu'il va se décomposer sous cette forme-là, peut-être on pourra formuler de cette façon, où j'ai ce que j'appelle une partie dominante dans mon opérateur et j'ai une partie basse. Alors, par partie dominante, partie basse, je dis que je veux que le domaine de mon L dominant soit inclus dans le domaine de ce AI low. Donc, en quelque sorte, si on pense à des opérateurs différentiels, vous pouvez penser à L dom, l'opérateur qui va demander le plus de dérivés, et le AI low, celui qui va demander le moins de dérivés. Et donc, c'est là où on peut voir que le schéma fonctionne uniquement dans des cas où on a des factorisations jolies. Il faut qu'on ait une factorisation de ce type-là avec un LDOM. Et il faut que les AI soient soit 0 ou 1. Si on commence à avoir des coefficients différents devant ce LDOM, la factorisation ne sera pas possible. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire cette partie dominante, la factoriser, c'est-à-dire on fait l'opération inverse que j'ai faite avec ma distribution, on va faire une factorisation. Cette factorisation se fait à erreur près avec des commutateurs. Donc, ça nous fait qu'on aura juste un terme avec LDOM xi. Et tous les autres termes qui sont high low, on va faire des expansions de Taylor. On va aller faire l'expansion de Taylor et on va demander moins de régularité que si on avait fait l'expansion de Taylor de LDOM. Donc ça, c'est un peu le jeu. Et ce qui se passe, c'est que dans de nombreux exemples, cette factorisation, on l'a et on peut procéder de la sorte. Donc si on n'a pas cette factorisation, c'est-à-dire si ça échoue, on ne peut pas faire mieux que, en tout cas dans l'heuristique de cet algorithme, on ne peut pas faire mieux que faire l'expansion de Taylor totale. Alors, il se trouve que pour notre première intégrale, on est un peu chanceux. En tout cas, on a une factorisation qui est jolie, dans le sens que le A1 est égal à 0. Donc, bon, là, on en est débarrassé d'un terme. Le A2 va être égal à moins delta. Et en fait, la partie dominante est juste égale à moins delta. Et donc là, en fait, bon, là, je prends A2 égale 0. Et donc, A1, pour le premier, ça va être juste égal à 0. Et on n'a pas de partie basse. Donc, je peux juste réécrire mon approximation d'ordre R comme la formule de Taylor que j'ai écrite tout à l'heure. Donc, le K égale 0, c'est juste la distribution. Après, on a d'autres termes qui sortent. Donc, je peux écrire ça comme cette formule de Taylor. Et là, je l'intègre en temps. Et là, vous voyez qu'on a le droit de le faire puisqu'on doit intégrer juste ce terme qui est exponentiel T moins xi delta. Donc, je n'ai pas d'autres termes en T moins xi qui apparaissent. Donc, je vais juste intégrer ce terme-là. Ça fait parfaitement sens. Donc, je peux l'intégrer et je peux écrire, donc ça me donne ma discrétisation de mon intégrale. Alors, bien sûr, quand j'écris la décomposition LDOM plus ILO, je suppose que les deux bouts que j'ai écrits font sens, qu'on peut mettre leur exponentielle, que ça commute. Bon, on s'assure qu'on a de bonnes conditions pour écrire ça. On est dans les bonnes conditions pour écrire cette décomposition. Donc, ça, c'est par exemple, donc, si vous voulez, en bas, là, j'ai écrit l'approximation donnée avec des commutateurs d'ordre K. Donc, en fait, je suis parti d'un terme qui est normalement d'ordre 1, qui a juste une intégrale en temps.
Mais par exemple, et je donne une approximation de ce terme à tout ordre. Là, j'ai donné pour un ordre R. Par exemple, si j'étais intéressé à un schéma d'ordre R, je devrais donner une approximation à l'ordre R de ce terme, qui est donné en dessous par cette somme. Et en fait, l'erreur qu'on commet, c'est juste donné par ce commutateur. Donc, en fait, on arrête la formule de Taylor et on prend l'ordre supérieur, c'est-à-dire le commutateur d'ordre R plus 1 appliqué à cette fonction de U1 et de U2. Donc, U1 et U2, U1, c'est F de V et U2, c'est… voilà. Donc là, je vais vous proposer un cas où, là, par contre, le high et low, il n'est pas différent de 0. C'est-à-dire on peut avoir des exemples où vraiment, on doit pousser un peu plus loin l'approximation et faire une expansion de Taylor supplémentaire. Donc, c'est l'objet du slide suivant qui est donné ici. Donc là, maintenant, je suppose que j'ai cette intégrale-là. Donc, elle n'est pas très éloignée de celle que j'ai considérée précédemment. C'est juste là que j'ai un Laplacien plus une dérivée partielle en espace. Et j'applique ça à V2. Alors, comment je peux construire une intégrale de ce type? Bon, là, un peu artificiellement, j'ai introduit un système d'équations qui peut produire cette intégrale. Donc, cette intégrale est produite de l'équation de U1. Et dans U2, je mets juste le propagateur appliqué à la condition initiale V2. Donc, on se convainc assez facilement que cette intégrale, elle vient de cette équation où j'ai juste remplacé U2, j'ai écrit ça sous formulation du Hamel, et juste remplacé U2 par son intégrale par cet opérateur-là. Et donc là, maintenant, la seule différence qu'il y a par rapport au cas précédent, c'est que j'ai le terme dx qui va rester. Et donc là, l'idée, c'est qu'on peut essayer de prendre un lot égal dx, c'est-à-dire on peut faire une expansion de Taylor sur 6dx, c'est-à-dire il reste ici en fait ce terme-là. C'est-à-dire on a t delta plus dx, dérivée partielle en x, et donc xi. Donc là, on serait dans l'incapacité de faire l'intégrale, intégrer exactement, puisqu'on a deux bouts qui dépendent en xi. Et donc là, comme on n'a qu'une dérivée, et que ça demande moins de régularité que deux dérivées, donc on peut se permettre de faire une expansion de Taylor. C'est-à-dire ici, j'ai ma dérivée partielle qui va toucher ma deuxième condition initiale avec, je l'applique L fois, et L fois, ça va apparaître ici en xi puissance L dans mon schéma. Donc là, c'est la partie où on va décider que les parties basses, ou dans la décomposition de mon opérateur, on va faire juste une expansion de Taylor et ça va être de la régularité en plus qu'on va demander sur nos petits V grand V, mais ça reste loin de ce qu'on demanderait, par exemple, si on faisait une expansion de Taylor totale. Voilà, donc ça, c'est un exemple où le high-low n'est pas égal à 0. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir. Donc là, je stoppe à ce moment-là. Mais quand j'écris cette formule-là, on peut avoir des xi-L-DOM qui apparaissent à plusieurs endroits dans le produit. Si on a un produit de plus de 2 termes, on peut avoir des produits de n termes. Et donc, on peut avoir un xi-L-DOM qui apparaît à plusieurs endroits. Donc là, l'idée, c'est qu'on va factoriser L-DOM avec un commutateur. Donc ici, on va avoir un commutateur qui peut apparaître sur ce terme-là. Et après, si on veut écrire le schéma avec moins de facteurs possibles, c'est-à-dire on ne veut pas avoir trop de facteurs du type opérateur appliqué à un terme, on peut aussi factoriser le exponentiel t delta. C'est-à-dire ici, au lieu d'avoir juste U1, M1, on peut avoir plus de termes et faire une factorisation. Donc ici aussi, on passera à nouveau un commutateur. Donc ça vous donne une formule avec le commutateur itéré, où on a un commutateur itéré principal qui est CK, et on a deux commutateurs itérés imbriqués à l'intérieur pour factoriser. Donc on a un commutateur qui distribue, et on va avoir deux commutateurs qui vont nous permettre de factoriser les termes. Et lorsqu'on a fait cette préparation, et qu'on a fait notre expansion de Taylor sur les parties basses, on peut alors intégrer exactement, on obtient, et ensuite, si on fait un processus récursif, on peut injecter l'approximation qui a été calculée à partir de cette branche dans le calcul suivant. En gardant toujours cette forme, on aura un produit d'exponentielle xi li appliqué à des UI. Et ces UI vont devenir de plus en plus hauts puisqu'on a l'approximation qui commence à avoir de plus en plus de termes, qui vont être ces polynômes de plus en plus gros, en petit v, la condition initiale, et en grand V, le potentiel. Donc ça, c'est, si vous voulez, le schéma d'approximation pour traiter tous ces intégrales et sa faible régularité, puisqu'on va demander moins de régularité qu'une expansion de Taylor totale. Y a-t-il des questions sur ces étapes d'approximation? Il n'y en a pas. OK. Alors, maintenant, ce que je vais… Voilà, alors là, je parlais d'arbre décoré, je vous ai présenté un arbre avec deux nœuds qui étaient identiques. En fait, comme on a une équation avec plusieurs potentiels, on peut avoir plusieurs décorations sur les nœuds.
Et si vous voulez, les décorations sur les nœuds, elles vont vous sélectionner quel potentiel vous avez utilisé pour écrire l'arbre. Donc, par exemple, si je prends une équation de Ross-Pitayevsky, donc je l'ai écrit sous cette forme-là, qui est écrit sous cette forme-là. Donc là, j'ai une condition initiale petit v. Là, j'ai un petit v fois mon potentiel grand V. Et là, j'ai la non-linéarité de Schrödinger, ici, module de U au carré fois U. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai deux potentiels. J'ai grand V et j'en ai un caché. Ici, c'est juste 1. Donc, ça me donne deux non-linéarités possibles. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des couleurs pour dire à chaque fois sur quel potentiel j'utilise dans mon intégrale itérée. Donc, le bleu, par exemple, ça va être pour le potentiel grand V. Et le gris, ça va être pour le terme ici, U, module de U au carré U. Donc là, j'ai fait le terme avec grand V. Et là, j'ai fait gris ici, qui est donné. Donc, j'ai l'arbre intérieur ici, que je mets à l'intérieur. Et ici, j'ai le gris qui est donné par ce produit-là. Alors là, vous voyez qu'on a juste V bar, parce qu'en fait, j'ai dû faire une dérivée pour. C'est le F dérivé une fois qui apparaît ici. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cette distinction? Parce que, en fait, si vous comprenez les approximations que j'ai faites précédemment, elles vont dépendre sur des produits d'opérateurs appliqués sur des variables. Et en fait, chaque potentiel va me donner des produits différents. Donc, chaque produit différent va donner une interaction différente. Donc, c'est pour ça que je garde trace dans mon arbre de ces couleurs pour savoir qu'est-ce que je vais récupérer en termes de produits pour faire mon interaction et l'approximation de mon intégrale. Donc, bien sûr aussi, la couleur des arêtes peut changer si, par exemple, on a un système avec des opérateurs différents. C'est-à-dire pas juste laplacien, mais on peut avoir, comme j'avais fait précédemment, on peut avoir des opérateurs différents. Donc là aussi, la décoration sur les arêtes va changer pour encoder cette intégrale itérée. Alors, juste une remarque sur ces arbres décorés. Donc, précédemment, avec Catherine Ashras, c'est un peu le travail qui a motivé cette généralisation, on avait regardé des intégrales en Fourier. Parce que l'idée, c'était d'écrire cette formulation du Hamel et pour chacune des intégrales, passer en Fourier et essayer de faire ce que j'ai présenté sur les opérateurs, de le faire directement en Fourier. Parce qu'en Fourier, c'est relativement facile. C'est-à-dire que les opérateurs vont se transformer comme des polynômes en les fréquences et après, on a juste à additionner ces polynômes, trouver les termes de plus haut degré et faire des expansions de Taylor sur les termes de plus faible degré. Donc, c'est plus facile à manipuler, il n'y a pas de commutateur, c'est un peu plus direct. Et donc, par exemple, le codage qu'on avait utilisé, c'était, par exemple, j'ai une intégrale de ce type qui nous vient de NLS. En fait, c'est l'intégrale de premier niveau, où là, je reconnais la non-linéarité cubique. Et donc, ici, en feuille, je mettais les fréquences K1, K2, K3. Et elles s'additionnaient jusqu'à la racine avec des relations. Donc, ici, le pointillé, c'est pour un moins, et le trait plein, c'est pour un plus. Donc, j'avais ici K égale moins K1 plus K2 plus K3. Et donc, j'avais cette intégrale qui a encodé cet arbre-là. Et donc, vous voyez aussi que j'ai fait le découpage ici entre S et T, parce qu'ici, je suis en dispersif, pas en parabolique. Donc, je pouvais me permettre de découper ces deux termes et de considérer que ici, l'intégrale en temps, c'était l'arête bleue. Et si vous voulez, les arêtes marron correspondaient ensuite au propagateur, avec le pointillé correspondant à un signe plus ici sur le propagateur. Et donc, le codage qu'on a proposé dans cet article, qui n'est pas en Fourier, puisque là, on n'est pas obligé d'aller en Fourier pour faire la discrétisation. On l'a fait directement dans l'espace physique. Donc, ça évite. Donc, on gagne un peu. Donc, et là, par contre, on choisit de faire un codage plus compact. Donc, le codage plus compact, c'est cet arbre-là qui représente cette intégrale. Donc, l'idée, c'est qu'ici, lorsqu'on finit ces arêtes-là, on les finit avec des propagateurs appliqués à des conditions initiales. Et donc, la seule chose dont j'ai besoin de connaître, c'est le produit qui m'est donné dans NLS. Donc, j'ai juste besoin de connaître ce produit. Donc, j'ai juste besoin en fait d'un seul nœud. Je ne suis pas obligé de préciser la structure du nœud. Si je mets le nœud là, je sais que ça correspond à tel potentiel dans telle équation. Et je peux récupérer la bonne non-linéarité ou le produit qui est donné ensuite dans mon membre de droite. Et donc, si vous voulez, on a une information qui est compressée où j'ai par exemple ce nœud gris qui va être juste égal à ça, qui va correspondre à ce produit. Dans notre cas, dans le cas en Fourier, il aurait correspondu à cette extension-là, avec ces différentes arêtes. Je veux dire, j'aurais pu utiliser un formalisme de ce type, mais c'est complètement objection, parce que ces arêtes sont des arêtes terminales. Je ne vais pas aller, je m'arrête, je mets juste la condition initiale et le propagateur. Aussi, la différence avec le travail qu'on avait fait avec Catherine Ashras, c'est que la manière aussi on code des arbres,
En fait, derrière ces nœuds, on a des potentiels. Dans le terme qu'on avait fait, il y avait pas de, dans ces équations qu'on avait fait, c'était dispersif, il n'y avait pas de potentiel. Et c'était aussi pour des non-linéarités polynomiales. Là, on a des non-linéarités qui sont non polynomiales. Voilà, donc ça, c'est juste pour expliquer comment le codage a évolué et qu'on a un peu de flexibilité et que là, maintenant, on est plus relativement compact. OK, là, je vais présenter rapidement l'idée du schéma général en quelques minutes. Donc, en fait, on répète ce qu'on a fait dans l'exemple. On va pas, c'est exactement la même chose que dans l'exemple, dans le sens que j'ai écrit ma formulation de Duhamel. Donc là, j'ai pris mon équation générale et je l'ai écrit sous forme intégrale. Ensuite, comme dans l'exemple, je dis que j'ai une expansion d'une solution approchée avec des intégrales itérées et un arbre avec des arbres d'ordre R, c'est-à-dire des arbres qui ne vont pas contenir plus de R arrête, c'est-à-dire ces intégrales avec au plus R intégrale en temps, en comptant aussi les monômes à l'intérieur. Et ce sont des intégrales qui vont dépendre à la fois des petits v, c'est-à-dire des conditions initiales, et aussi de grand V des potentiels. Donc ça, c'est juste la formule générale de ce que j'ai écrit dans le cas particulier pour Anderson parabolique avec R égale 2. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour chacune des intégrales, on va la remplacer par sa discrétisation en suivant cet algorithme récursif où on traite les oscillations. Et alors, il y aura une petite subtilité supplémentaire, c'est qu'on peut supposer qu'on a une certaine régularité a priori sur nos grands V et petits v. Ça, c'est pour faire que dans le cas où on se met dans un cadre un peu régulier, on puisse donner un schéma avec un peu plus d'expansion de Taylor. Ça, c'est pour juste de l'optimisation, c'est-à-dire on veut essayer de donner le schéma le plus simple possible en fonction de la régularité qu'on dispose a priori. Donc ça, c'est l'approximation de notre intégrale. Et après, on fait une justification, on calcule l'erreur locale en 2 temps. Le premier temps nous dit que, par exemple, la solution approchée va invoquer un commutateur d'ordre R avec f qui va dépendre des coefficients ou des non-linéarités psi. Et ensuite, on va comparer l'intégrale que l'on obtient par la formulation du Duhamel avec notre intégrale approchée. Et ça va nous sortir aussi une erreur qui va avoir que des commutateurs imbriqués, et ce qui garantit qu'on est meilleur que si on avait fait une expansion de Taylor naïf. Donc voilà, c'est le schéma résumé en 2 approximations et on mesure l'erreur locale en 2 étapes. D'abord, la première, on tronque la série d'arbres et la deuxième, on va approximer chacune des intégrales itérées. OK, juste pour faire une conclusion sur ce schéma. Donc, si vous voulez, ce schéma, c'est un peu comme des biséries, mais sur des arbres décorés avec un peu plus de décoration. Et dans une B-série, par exemple sur des ODI ou des équations différentielles ordinaires ou des EDP, on aurait eu tendance à faire une approximation brutale en faisant des expansions de Taylor sur chacun des propagateurs. Là, on n'est plus fin dans notre schéma, c'est-à-dire on essaie de tenir compte des oscillations, des factorisations qu'il y a sur ces opérateurs pour faire cette discrétisation. Alors aussi, ça c'est un exemple où la structure d'arbre décoré reflète une structure de commutateur. Donc là, ça a été utilisé parce qu'on avait besoin de cette linéarisation pour faire sortir le propagateur sur la condition initiale de la non-linéarité, mais ça pourrait être utilisé dans d'autres contextes en analyse sur les EDP où on aurait besoin de commutateurs itérés pour mesurer des erreurs qui sont commises à certaines étapes. Alors aussi, ce travail a été l'occasion de pousser encore plus loin le schéma résonant qu'on avait développé avec Katerina Schrass, dans le sens que l'algorithme que je vous ai présenté, faire l'expansion de Duhamel, tronquer chacune intégrale, résoudre les oscillations, ça correspond à ce qui se faisait en Fourier. Et donc, le gros travail a été de traduire toutes ces étapes qui avaient été faites en Fourier, de les traduire dans l'espace physique en utilisant ces commutateurs, en se passant du passage en Fourier. Alors, comme ces schémas sont relativement nouveaux, on peut essayer de faire ce qui a été fait sur les B-series, c'est-à-dire faire de la backward error analysis, c'est changer la non-linéarité dans l'équation, pouvoir trouver la bonne non-linéarité pour laquelle notre schéma va résoudre cette équation. Et on peut essayer de mettre de l'aléatoire. On peut mettre de l'aléatoire à plusieurs niveaux. On peut le mettre au niveau de la condition initiale. Donc là, ce serait plus pour les équations dispersives. Ou on peut mettre ça au niveau des potentiels. Donc là, on se rapprocherait plus de mon domaine d'origine, c'est-à-dire faire des EDPS ou du numérique pour des EDPS.
Et donc là, on va dire l'espoir, c'est que lorsqu'on essaie de faire ces discrétisations dans ce contexte aléatoire, on remplacerait la partie déterministe, qui serait juste faire l'expansion de Taylor, par quelque chose de plus fin, qui va traiter les oscillations. Donc, on peut espérer que aussi dans un cadre aléatoire, on peut avoir un gain de régularité qui pourrait être observé sur le schéma numérique. Mais bon, là, il y a une couche supplémentaire qui doit être travaillée et qui doit se mettre en plus sur le schéma que j'ai présenté. Donc voilà, ce sont des directions qui peuvent être poursuivies ou regardées autour de ce schéma. Donc voilà, je voulais conclure sur ces remarques et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions et je vais d'abord me tourner vers les gens dans la salle, c'est-à-dire physiquement présents. Y a-t-il des questions? Des questions supplémentaires? Antoine, vas-y. Donc, j'ai une question sur le dernier point, là, quand on rajoute de l'aléa. Ouais. Pour les situations que tu as montrées, les trucs intéressants quand il y a de l'aléa, c'est le temps long. Quand il y a des changements de comportement qualitatif, par exemple, ou juste pour, même si tu enlèves la non-linéarité, tu as juste Schrödinger avec un potentiel aléatoire. Ce à quoi tu t'attends, c'est d'avoir un transport diffusif, alors que si tu mets que le champ, mais juste le Laplacien dedans, tu as des transports balistiques. Et pareil pour quand tu rajoutes la non-linéarité, tu mets des conditions initiales, si tu veux de la turbulence, c'est aussi des changements de comportement assez drastiques et qui se voient en temps long. Et du coup, j'ai l'impression que ce que vous avez fait, c'est plus on se donne un horizon de temps fini et on regarde et on approche la solution et on veut avoir une méthode qui marche bien pour des régularités qui sont pas pour des régularités plus faibles que ce qu'on sait faire avant. Et donc ma question c'est est-ce que ça pourrait servir pour des choses en temps long ou si vous avez déjà réfléchi à cette direction? Bon, ça, c'est plutôt ce que m'avait dit Katerina, c'est que le fait d'avoir des régularités plus faibles, on peut observer plus de comportements en temps long de nos solutions dans les simulations. En tout cas, c'est ce que m'avait expliqué, je ne suis pas expert, mais ce que m'avait expliqué Katerina. Donc, peut-être qu'en stochastique, si tu dis que tu as des différents régimes qui peuvent être observés, ça pourrait être observé si ça dépend, peut-être les schémas on va dire, qui ne sont pas très fins permettent d'observer pas mal de choses. Mais peut-être d'avoir quelque chose un peu plus fin qui traite ces oscillations, ces interactions entre les opérateurs, permettrait d'observer numériquement mieux ces phénomènes. Pour ça serait, je ne suis pas un numéricien, mais ça serait mon intuition sur ce type de schéma. Parce que là, on est relativement fin. On essaie de traiter à chaque étape ces oscillations, d'en laisser aucune, c'est-à-dire de ne pas aller vers une approximation, on va dire, brutale. Donc, ça, ce qu'on avait observé dans le premier schéma en Fourier, c'est qu'on avait plus de stabilité, que voilà, c'était bien mieux que les méthodes classiques. Après, pour le stochastique, bon, il faut regarder ça bon, il faut avoir un problème intéressant, il peut y avoir des phénomènes à observer, comme tu as mentionné, et voir si ce gain de régularité par rapport au schéma classique va nous apporter quelque chose. Déjà, il faut voir comment ça va se comporter avec cette couche stochastique. Et après, on peut peut-être essayer de voir avec des simulations comment si on obtient bien, on voit bien ces stabilités. Après, pour prouver ça, c'est quand même plus dur. On parlait du même stochastique, parce que le stochastique que je vais mettre, c'est genre V égale un bruit blanc, non? Oui, bon, ça serait revenir aux EDPS, faire des schémas numériques pour les EDPS. Oui, ça pourrait être ça, ouais, ça pourrait. Bon, déjà, on pourrait faire un bruit en espace, donc ça sera assez proche de ce qui est fait là, et essayer de réfléchir à un bruit blanc espace-temps, ouais. Parce que sachant qu'il y a une littérature abondante sur des schémas numériques pour ces EDPS, même dans le cadre où on n'a pas forcément un bruit singulier, on peut avoir un bruit coloré, ou juste un mouvement brownien, c'est-à-dire juste un bruit dépendant. Donc là, on a une littérature relativement abondante. Et cette littérature relativement abondante n'utilise pas encore le schéma de Katerina. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Peut-être il y a des gens qui ont fait ça, quelque chose dans cette direction. Pour l'instant, c'est contraint ou restreint côté déterministe. Mais il n'y a pas de raison pour, je veux dire, la manière dont on fait de l'approximation, il n'y a pas de raison que ça passe côté stochastique. Et de toute façon, les techniques, on va dire, pour faire cette approximation de manière systématique, c'est des techniques qui sont utilisées pour résoudre, alors, pour donner sens à des EDPS. Mais là, dans ce cadre-là, il n'y a pas une idée d'approximation. C'est juste, je veux avoir existence et unicité.
Donc, dans mon développement, je dois aller suffisamment loin pour capturer le fait que ma solution n'est pas régulière sur les premiers termes. Et si j'arrive à donner sens aux premiers termes, ensuite, je peux reconstruire ma solution de manière unique à partir de ces premiers termes. Mais il n'y a pas d'idée pour l'instant d'utiliser ces développements pour faire de l'approximation, comme c'est fait ici. Parce qu'ici, j'essaie d'aller plus loin pour essayer d'augmenter la précision que j'ai sur ma solution. C'est-à-dire, je ne suis pas un problème de savoir, par exemple, pour le DPS, pour mon EDP ici, si j'ai existence ou unicité de solution. Je suppose que je suis dans un bon cadre. Et là, je vais juste aller plus loin dans mon développement intégral itéré pour avoir une meilleure approximation de la solution. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être observé au niveau des DPS si on veut avoir une meilleure approximation de notre solution que juste existence et unicité. Du coup, Antoine, quand tu disais aléatoire, c'était plus ça pourrait arriver. Et moi, j'avais une question plus débile. Je n'ai pas compris si on avait des estimés. Enfin, là, le schéma, on produit naturellement du coup, des estimés d'erreurs vraiment estimables sur les équations. Ou il y a encore beaucoup de travail pour avoir quantitativement l'erreur du schéma? Là, ce que j'ai fait, c'est juste l'erreur locale. C'est-à-dire, j'ai juste fait mes extensions de Taylor locales et je récupère un terme d'erreur à partir de ces extensions d'erreur locales. Si on va avoir des mesures d'erreur un peu plus précises, là, ça demande beaucoup plus de travail et c'est ce que je crois qu'avait fait Katina Schrast, par exemple, aux équations dispersives avec des espaces de Bourgain discrets, avec des espaces adaptés. Donc ça, c'est si on veut avoir une erreur, une contrôle de l'erreur dans des espaces, pas juste une erreur locale. Donc là, c'est juste une direction pour dire que, bon, si on veut mesurer, que juste au niveau de l'erreur locale, on voit que l'on demande moins qu'un schéma classique. Donc c'est ça, si vous voulez, le résultat principal, c'est, voilà, vous avez le schéma, cet algorithme que j'ai présenté. Et si on est dans un cadre où ces commutateurs itérés vont gagner plus de régularité que l'opérateur appliqué R fois, alors là, je garantis qu'au niveau de l'erreur locale, on va demander moins de régularité sur petit v, grand V. Et bien sûr, si on veut avoir la stabilité, ou il faut travailler un peu plus, ou mesurer l'erreur dans un autre sens, il faut travailler un peu plus que ce qui est fait là. Mais là, ça va dépendre un peu de… Pour l'instant, il n'y a pas de généralité, je crois. Ça va dépendre un peu de l'équation. Là, c'est pour ça que c'est un schéma très général, mais au niveau du calcul de l'erreur, on reste au niveau de l'erreur locale. Ça, c'était le prix à payer pour le moment pour avoir la généralité. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions à distance, s'il vous plaît? Oui, Kevin. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Oui, donc j'avais une question. En fait, c'était dans le cas parabolique, par exemple. Est-ce qu'on pourrait, avec votre approche, traiter des systèmes type réaction-diffusion, mais avec des matrices de diffusion croisées? C'est-à-dire, le Laplacien agit, disons, sur toutes les équations, mais il agit aussi de manière, disons, non diagonale. Il agit comme un terme de couplage. Je ne sais pas si vous pouvez faire ce cas-là aussi ou pas. A priori, je ne vois pas d'obstruction. Peut-être Katana va me corriger. Mais d'un point de vue algorithmique, je ne vois pas d'obstruction. Après, la seule chose, c'est que l'algorithme, il y a des étapes où ça ne marche pas, dans le sens où il faut vérifier si le commutateur te donne bien un gain d'erreur. Et aussi mes décompositions. Est-ce que mes décompositions se produisent, c'est-à-dire entre partie dominante et partie basse? Oui, voilà, j'avais l'impression. À ce moment-là, tu n'as pas une belle décomposition. Bon, là, tu es bloqué et tu ne peux pas faire mieux que ce que ferait un schéma classique. Donc ça, c'est des choses à vérifier sur le système en particulier. Si lorsque tu écris ta formulation du Hamel avec ta formulation avec des opérateurs, est-ce que tu as bonne factorisation qui sort ou pas? Si ça sort, ben, là, tu as tout de suite un gain de régularité. Si ça ne sort pas, ça ne s'applique pas. D'accord. Donc voilà, donc ce schéma est général, mais il inclut aussi le fait que, bon, là, on n'a pas dissocié les cas. Il y a des cas où ça ne va pas marcher. Mais la plupart des cas qu'on a en tête, par exemple, là, c'est dispersif et parabolique. Dans certains cas, on observe un gain. Dans pas mal d'exemples, on observe un gain. Mais après, tout dépend de ces factorisations. Est-ce que ça va bien sortir ou pas? Et ça, il faut regarder au niveau du problème en particulier. Alors, ouais. Si tu as une équation en particulier, tu peux nous l'envoyer et on peut regarder si ça passe ou pas. Oui, non, bah, par exemple, c'était pour le système de réaction 2. À un moment, tu as présenté un système de réaction-diffusion, en gros, qui était 2-2, c'était deux équations. Oui, ça c'était juste plus un modèle joué. Oui, non, bien sûr. Non, pour moi, c'était un jouet. Après, ce n'était pas vraiment avec en tête une interprétation physique. C'était juste pour dire, bon, j'ai un cas particulier qui peut se produire. Quand est-ce que je peux le rencontrer? Donc là, j'ai construit à la main un système. Donc, ça serait ce type d'équation? Oui, par exemple, tu rajoutes du coup dans ta deuxième équation
Au lieu de rajouter un terme de transport, tu rajoutes en fait une diffusion en la première composante. En gros, un Laplacien U1 dans la seconde équation. Et Ouais. voir. Parce que là, dans ce cas-là, j'ai l'impression que la difficulté, c'est que tu rajoutes en gros un terme d'ordre 2 et du coup, ton opérateur, je ne sais pas si tu peux toujours le décomposer sous la forme d'une partie dominante plus une partie, disons, basse. J'ai l'impression que c'était ça la difficulté et je voulais Ouais, c'est savoir ça en la fait. difficulté. Il faut regarder si ça passe. Bon, j'ai envie de dire, en fait, ce que tu commences par faire, c'est que tu fais les calculs à la main, c'est-à-dire tu distribues, tu additionnes, parce que c'est permis à modulo des commutateurs, et après tu vois si ça se factorise ou pas. Si ça ne se factorise pas, ben, ça ne marche pas. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci Kevin. Y a-t-il d'autres questions à distance? Alors, je ne vois plus d'autres questions. Les gens à l'intérieur? Non, c'est pas à l'intérieur. Eh bien, c'est bon. Donc, on va remercier de nouveau Ivan. Merci beaucoup.